Ok. Bonjour à tous. C'est les chaises musicales. Ok, on va commencer. Hop, je lance le timer. Donc bonjour à tous, merci d'être là pour cette conférence qui va parler de gestion des secrets, le cauchemar des attaquants. Juste un petit mot sur mon entreprise. Je travaille chez Paddock, du groupe Théodo. Donc on fait du DevOps, du cloud et de la sécurité. Sinon je serais pas là. Et moi je suis en charge de toute la division sécurité. Alors du coup, on va parler d'un concept qu'on a développé chez Paddock qui s'appelle le Zero Credentials. On n'a rien inventé de sorcier. On met juste bout à bout des différentes technologies qui vont compliquer la vie d'un attaquant. Je vais essayer de vous montrer un petit peu les setups. Il y aura quelques démos techniques aussi. Alors, du coup, j'ai trouvé encore deux exemples assez récents de problèmes liés à la gestion des secrets. Depuis que les secrets existent, c'est un gros problème. Là, on a par exemple un employé de Mercedes-Benz qui a publié un token GitHub par erreur et qui a leaké une bonne partie du code source. Donc, j'imagine que la sécurité de Mercedes était assez forte, qu'ils ont fait beaucoup d'efforts, mais là, une seule petite erreur humaine et tout s'effondre. Et il y a aussi le gouvernement américain, carrément, qui s'est fait hacker en février, des credentials d'admin qui n'avaient pas été révoqués. On a aussi Verizon à gauche et Google Threat à droite, là, qui explique que l'humain, d'une part, reste l'un des maillons les plus faibles de la chaîne de compromission, et que la plupart des attaques impliquent l'utilisation de secrets. Donc c'est déjà un premier fait à retenir. Et on a aussi Datadog là qui explique qu'en 2024 le gros chantier ça va être la gestion des creds. Là en particulier les identifiants qui donnent accès au cloud. Comme l'API du cloud est publique, si quelqu'un trouve ces identifiants, il va pouvoir les utiliser. Il y a la notion de barrière périmétrique est quand même plus fine lorsqu'on est dans un cloud public. Donc là, on voit qu'il y a quand même la plupart des clés qui sont supérieures, une durée de vie supérieure à 1 an. Je vous poserai pas la question, mais on en trouve quasiment dans toutes les entreprises des clés qui sont là depuis longtemps, quoi. Est-ce qu'elles sont déjà fuitées ? On n'en sait rien. Au cours des dernières années, il y a pas mal d'outils qui sont sortis pour essayer d'agir en aval en fait, ou plutôt en amont, je sais pas, j'ai pas trop le vocabulaire des montagnes, mais une fois que le secret est créé ou qu'il a leaké sur le darknet, on va pouvoir le détecter, essayer de réagir au plus vite. Avec la philosophie Zero Creds, en fait, on va essayer de s'abstraire de tous ces problèmes-là en supprimant la notion de secret long terme. Alors concrètement, en termes de paradigme, qu'est-ce que ça va changer ? On va essayer de limiter à un seul mot de passe ce dont a besoin un développeur. Bon, ça va partir avec du SSO. La plupart d'entre vous l'ont déjà fait. Ça, c'est assez simple. On va essayer de remplacer un maximum l'authentification par de l'autorisation, des secrets par des tokens plutôt court terme, tout ce qui est process de rotation manuelle par plutôt des systèmes de refresh token. La gestion des secrets, en fait, si on génère tous nos secrets à la volée, on n'aura plus vraiment besoin de les gérer, donc ça va quand même simplifier pas mal les choses. Et enfin, même s'il faut continuer de sensibiliser les employés, on préfère la sécurité by design parce que les employés peuvent faire des erreurs, c'est naturel. Alors, qu'est-ce que ça va changer avant de rentrer dans la technique ? Déjà, ça va réduire le risque d'attaque. Donc les 60%, ça vient du rapport de Google qui dit que 60% des attaques impliquent des secrets long terme. Il faut prendre en compte qu'un attaquant, en fait, dans la chaîne, dans l'écosystème des attaquants, il y a d'une part des attaquants qui vont scraper le web, qui vont chercher des entreprises vulnérables, qui vont obtenir des credentials dans ces entreprises et qui vont les revendre à d'autres gens. Donc si vous avez des secrets court terme, en fait, cette économie du hack, elle est plus possible. Et l'attaquant va aussi tendance à privilégier des cibles moins sécurisées. Donc si vous rentrez dans cette dynamique de zéro credentials, a priori ça risque de le dissuader.
Et comme on passe par des mécanismes automatiques qui vont générer des credentials, ça va obliger l'attaquant à rejouer son attaque encore et encore. Et ça, ils apprécient pas trop. La sécurité, c'est parfois antinomique de l'expérience développeur, mais là, je pense que c'est vraiment, ça va dans le même sens. Pour les développeurs, la vie sera plus simple. Il n'y aura plus qu'un seul mot de passe. Il n'y aura pas de gestion des secrets, il n'y aura pas de rotation de secrets. Tout ça sera by design et automatique. Donc, ce qu'on constate avec les entreprises pour lesquelles on a travaillé, où on a fait ça, c'est que les développeurs sont assez contents. Et enfin, pour les équipes sécurité, c'est très intéressant aussi. On a de la conformité by design sur pas mal de choses, tout ce qui est gestion des secrets. On va aussi beaucoup gagner en auditabilité, parce que là où avant on avait un secret qui pouvait être partagé par plusieurs microservices, par plusieurs pipelines de CI/CD ou par plusieurs développeurs, là chaque entité va générer ses credentials à la volée, donc on pourra savoir qui a fait quoi quand. L'onboarding, offboarding facilité forcément s'il n'y a plus qu'un seul mot de passe. Et le dernier point, c'est que quand il y a un vrai hack, c'est la panique. Et là, on se demande toujours quelles sont les choses auxquelles l'attaquant a eu accès, quels sont les secrets auxquels il a accédé. Et à partir de là, qu'est-ce qu'il faut rotate? Et donc c'est un peu la panique. Si vous êtes dans cette logique de zéro credentials et que vous avez fixé le point d'entrée qui a permis à un attaquant de rentrer, en attendant 15 minutes, tous les secrets vont se rotate et donc vous allez vous simplifier la vie. Alors là, j'ai fait un schéma très très basique d'une infra avec les employés, la CI/CD, l'infra, donc avec différents assets, des bases de données, du stockage, des queues, que sais-je, la partie workload, là où votre code est exécuté, et tout un écosystème d'outils qui sont utilisés par les employés ou par les workloads dans votre SI. Où est-ce qu'on va trouver des mots de passe là-dedans? Côté employé, il va souvent y avoir un password manager, ça va être aussi stocké dans des fichiers texte, ça va être envoyé sur Slack, sur Teams, on va en retrouver un petit peu partout, sur Notion. On va en trouver aussi au niveau de l'écosystème de CI/CD, on va en trouver dans le code. Alors, c'est une mauvaise pratique, mais on en trouve toujours. Et il va aussi y avoir la grosse partie, c'est tous les secrets de CI/CD. Comment est-ce que votre CI/CD, elle s'authentifie avec différents écosystèmes? Grâce à des secrets, vous allez les stocker dans les secrets de pipeline. Ça, on va essayer de faire disparaître cette partie-là. Et au runtime, on va surtout en trouver dans le secret manager et sur les workloads, donc en variable d'environnement, dans des fichiers, à différents endroits. Donc, à partir de là, la méthode qu'on utilise, qu'on va détecter tous les secrets, on va les mapper. Parfois, on va se rendre compte, par exemple, que les développeurs utilisent le même secret que une application, puisqu'ils l'ont trouvé dans les variables d'environnement, ça marche, et donc tout le monde s'en sert. Donc voilà, faire vraiment un joli mapping de l'utilisation de tous les secrets, et puis ensuite, on va les éradiquer un par un. Il y a 3 phases. Les secrets qui sont utilisés par les humains, par les développeurs en particulier, les secrets dans la CI/CD, et enfin la partie un peu la plus complexe, les secrets de workload. Et puis à la fin, on essaye de faire en sorte de garder cet état de sécurité et de ne pas régresser vers un état moins sécurisé. Alors du coup, la partie développeur, avant l'invention du SSO et d'autres types de mécanismes, le développeur a un couple d'identifiants pour chaque asset, pour se connecter sur des outils, pour se connecter au cloud, pour se connecter sur des bases de données, que sais-je. Ça vous l'avez sûrement déjà tous fait, on va remplacer cet ancien schéma par celui-ci avec un identity provider central qui permet aux développeurs de réduire considérablement son nombre de user mots de passe et de se connecter un peu partout. Bien entendu, ça devient un single point of failure et il faut activer le MFA. Ça, c'est juste un détail. Il y a quelques objections à ça. Parfois, il y a des applications qui supportent pas le SSO. Vous avez votre application de production, vos environnements de dev sont exposés sur Internet. Vous voudriez que les développeurs s'authentifient pour accéder à ces interfaces, et surtout empêcher les attaquants de le faire. Mais l'application, elle supporte pas ça.
Vous avez des outils en version open source dont le SSO n'est pas disponible, la fameuse SSO tax. Ou alors vous avez des assets qui ne supportent tout simplement pas l'interconnexion avec le SSO. Alors qu'est-ce qu'on fait pour régler ces différents problèmes? Déjà, il y a un premier setup qui est assez intéressant, ça s'appelle OAuth 2 Proxy. Il est écrit un peu plus gros ici. Ça va être un outil qui va servir de reverse proxy et qui va se connecter sur votre identity provider et donc servir de barrière en fait où il y a une première authentification sur votre SSO avant d'avoir le droit d'accéder en HTTP à différents outils. Ça peut être une première piste. Une autre piste aussi qu'on apprécie bien, c'est un setup avec Boundary et Vault pour tous les assets qui sont privés, donc qui sont non accessibles depuis Internet, des bases de données, des API de cluster Kubernetes, des VM. Vous allez pouvoir utiliser ce setup comme bastion. Donc Boundary va faire office de bastion réseau, il va permettre aux développeurs depuis Internet d'accéder à ces assets, et Vault va générer à la volée des mots de passe. Donc le développeur le matin, il va faire Boundary, login et le nom d'une base de données. Boundary va demander à Vault de générer des creds sur cette base de données pour par exemple 24 heures. Et de manière transparente, sans que le développeur ait quoi que ce soit à faire, il va ouvrir un tunnel TCP et le développeur aura accès à la base de données, quoi. Donc ça c'est assez intéressant pour tout ce qui ne supporte pas le SSO. Vous pouvez utiliser ce setup et Boundary peut s'interconnecter avec votre identity provider en version open source. Alors là, on vient de parler des secrets développeurs. C'était peut-être la partie la plus simple. Maintenant, on va parler des secrets de CI/CD. Donc, comme je disais tout à l'heure, il y a deux types de secrets en CI/CD. Il y a les secrets dans le code et les secrets des pipelines. Bon, les secrets dans le code, vous allez me dire, on n'a pas de secret en clair dans le code, c'est faux. Malheureusement, on a souvent des surprises. N'hésitez pas à passer des scanners. Il y a parfois des repos un peu vieux, oubliés, ou un développeur qui a commit un secret et il a recommit pour enlever le secret, mais bon, il est toujours dans l'historique. Là, je vous ai mis un outil. On a tiré le meilleur parti de deux outils open source qui sont TruffleHog et GitLeaks. Pour créer cet outil qui s'appelle Git Secret Scanner, vous le passez sur votre orga et ça va vous sortir un Excel avec tous les secrets qu'il a détectés et qu'il essaye de détecter le type de secret, quoi. Donc une fois qu'on a détecté tous ces secrets en clair dans le code, il va falloir les supprimer, mais bon, souvent l'application elle en a quand même besoin, sinon ce serait pas là. Du coup, il y a plusieurs solutions possibles. La première, c'est simplement de déplacer ce secret vers un système de stockage sécurisé et d'adapter le code applicatif. Je voulais parler aussi d'une autre méthode de chiffrement avec SOPS. Je vais y revenir juste après. Et une fois qu'on a traité ces secrets, on va s'assurer qu'ils sont tous uniques. On va effectuer une rotation et le problème sera à peu près réglé. On essaye de faire au mieux, en tout cas. Concernant SOPS, c'est des cas d'usage qu'on a souvent. Notre client nous dit, on a vraiment besoin de stocker ces credentials dans le code parce que, je sais pas, par exemple, l'application va être embarquée dans un système qui est déconnecté du SI, elle a besoin des secrets. Donc là, vous pouvez par exemple utiliser SOPS. Un opérateur va créer une clé de chiffrement. Le développeur, il a les secrets en clair sur son poste, il a le droit de les chiffrer. Il va commit les secrets de manière chiffrée dans le repo et la workload doit avoir les secrets de déchiffrement pour, avant de lancer l'application, déchiffrer ces secrets. Donc l'avantage, c'est qu'au moins dans le repo, les secrets sont chiffrés. C'est toujours mieux que rien. Ensuite, pour tout ce qui est secret de CI/CD, il y a un mécanisme qui est vraiment intéressant, qui est sorti il y a quelques années, qui permet en fait à vos pipelines de se connecter sur vos différents assets, non pas avec des identifiants long terme, avec des clés, mais via un système d'autorisation. Donc à partir du moment où vous avez n'importe quel OIDC, vous pouvez faire ça. En fait, l'OIDC va faire confiance à l'autorité GitHub ou GitLab ou n'importe quel repo, type de repo. Et qu'est-ce qui va se passer? Votre pipeline, au moment où elle va se lancer,
Elle va générer un JWT auprès de son instance maîtresse. Elle va le présenter là où elle doit le présenter pour se connecter. Donc, par exemple, sur AWS, elle va faire appel au service IAM. L'OIDC va vérifier que le JWT a bien été signé par l'instance sur laquelle elle a été configurée. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est que vous allez pouvoir charger des identifiants temporaires dans le runtime de la pipeline et accéder à différentes ressources. Ce qui fait que, d'une part, vous n'avez pas du tout à gérer les secrets dans vos pipelines. Ils sont juste générés à la volée. Et en plus, chaque pipeline va avoir son propre set d'identifiants. Donc ça, c'est vraiment un setup qui est facile à mettre en place et qui est assez puissant. Ça va vraiment simplifier la vie des ops. Et ça va éviter tout stockage de secrets dans GitHub. Alors là, j'ai une petite démo. Donc, je voulais vous faire un exemple dans Git. Ici, sur GitHub Action, j'ai juste donné... Alors, déjà, sur AWS, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé un OIDC provider. Je lui ai dit de se baser sur GitHub, de faire confiance à GitHub. Et ensuite, j'ai créé un rôle IAM pour GitHub. Et en fait, ce rôle ne peut être assumé que via OIDC. Et ce qui est intéressant ici, c'est que j'ai autorisé uniquement un certain repo dans mon organisation et uniquement la branche main. Donc ça vous permet quand même de faire un contrôle d'accès assez fin. Vous pouvez autoriser n'importe quelle branche à se connecter sur les environnements de dev et uniquement, par exemple, la branche main à se connecter en prod. Et ensuite, vous donnez des accès forcément à ce rôle. Et au niveau de la CI/CD, qu'est-ce qu'il faut faire? On donne l'autorisation à la pipeline de créer un JWT. Et ensuite, au moment de l'authentification, au lieu de charger des secrets en pipeline, on va lui dire va assumer un rôle sur AWS et automatiquement la pipeline va présenter son token et réussir à s'authentifier. Donc je vais lancer la pipeline pour vous faire la démo. Donc là, j'ai juste commit sur la branche pour déclencher GitHub Action. Et on va aller voir directement le flow. Donc là, j'ai ma pipeline qui s'est lancée. Et donc, il y a eu ici une étape configure AWS Credentials. On voit que la pipeline s'est authentifiée avec OIDC. Et je vais vous montrer directement en live. On va se connecter sur le runner. Grâce à l'action teammate. Donc là, dans les outputs, j'ai une commande SSH à taper. Et ce qui est intéressant, c'est que je vais obtenir un shell directement sur le runner qui appartient à GitHub. Donc là, j'ai l'identité du runner sur le serveur de GitHub. Et si je demande à AWS de me donner mon identité, je peux voir que j'ai bien assumé un rôle, le rôle GitHub OIDC, sur ce compte AWS. Donc ça marche assez bien. Ok. Alors, plusieurs objections à ce mécanisme d'OIDC. Les assets sont pas liés à un IAM, donc je peux pas me connecter dessus via OIDC. Ou j'ai besoin de clés d'API qui sont en dur et j'ai juste pas le choix, quoi. Alors pour la première objection, plutôt que de stocker vos secrets dans des secrets de pipeline, ça reste quand même une meilleure option d'utiliser ce mécanisme-là pour accéder à un gestionnaire de secrets central. Au moins, vous évitez d'avoir des secrets qui sont stockés à différents endroits, vous les centralisez. C'est toujours mieux que rien. Et en plus, ça va obliger l'attaquant à toujours passer par la CI/CD, à toujours recommit pour accéder à vos assets. Par contre, pour les clés d'API en dur, à part idem les stocker dans le Secret Manager, vous n'allez pas pouvoir faire grand-chose. Ok, on va passer à la dernière partie, le runtime. Donc là, c'est plus compliqué. Ça va vraiment dépendre de beaucoup de cas.
J'ai essayé de vous mettre quelques exemples après, mais ça dépend de chaque type de SI. Déjà, faut se demander un peu quel type de workload. Est-ce que je suis sur des VM, des conteneurs? Est-ce que je suis dans Kubernetes? L'applicatif aussi, il y a une grosse friction avec l'applicatif. Est-ce que mon application, elle supporte, par exemple, de se connecter à l'IAM du cloud directement pour accéder à une base de données? Imaginons vous avez une base de données dans AWS. Si votre application, elle est hébergée dans AWS, normalement, elle peut assumer automatiquement un rôle IAM et se connecter à la base de données via ce rôle plutôt que via un user mot de passe classique. Donc voilà, il y a toute une notion de compatibilité des applications. Est-ce que vos librairies sont assez à jour ou pas? Et de quel type de secret on parle? Est-ce que c'est des assets qui sont dans le cloud? Est-ce que c'est des assets qui supportent la notion de secret dynamique dans Vault? Je vais y revenir après. C'est un mécanisme qui permet à Vault de générer à la volée des credentials. Ou est-ce que c'est des secrets un peu plus hard-coded, on va dire, de type clé d'API, quoi. Donc là, je vais vous montrer quelques setups avec Vault dans Kubernetes. Alors, désolé pour ceux qui n'ont pas de cluster Kubernetes, je ne pouvais pas donner tous les exemples possibles. Là, je vais vous présenter 4 setups avec Vault et Kube. Le premier setup qui est assez répandu, c'est Vault et External Secret. Donc à droite, vous allez avoir votre Vault sur lequel vous allez stocker vos secrets. Et External Secret va vous permettre de créer des secret stores, donc des entités qui sont connectées au Vault, qui ont des accès restreints sur le Vault. Et ce que vont faire vos développeurs, c'est qu'ils vont créer des objets external secret et référencer des chemins dans Vault. Donc il n'y a plus besoin de stocker des creds en clair dans le code. En fait, vous pouvez définir vos secrets as code sans avoir besoin de préciser leur valeur. Ça, c'est assez intéressant. La granularité dépend du nombre de secret stores que vous allez créer. Et par contre, le souci, c'est que si vous faites une rotation des secrets dans Vault, External Secret va le détecter, il va changer le secret Kubernetes. Par contre, l'application va pas se rollout toute seule. Donc, il va falloir vous-même mettre en place un process de rollout des applications. Donc ça, c'est un peu le problème. Ce qui est intéressant avec ce setup, c'est que si Vault tombe, au moins les secrets existent toujours. C'est simplement juste, ils vont pas être rafraîchis. Donc, c'est un peu moins critique pour votre infrastructure. Et si on associe ce setup-là avec les Dynamic Secrets, ça devient assez intéressant. Gardez ça en tête, j'en parle juste après. Un autre setup qui peut être conseillé par Vault, c'est le Vault Operator. Donc là, c'est carrément un opérateur Kubernetes qui va se charger de créer les secrets, qui va en fait reprendre le rôle d'External Secret tout à l'heure. Un avantage, c'est que lorsque les secrets sont changés dans Vault, le Vault Secret Operator va automatiquement roll out les applications qui utiliseraient le secret. Donc ça, c'est pas mal. Assez intéressant. Si jamais vous avez vraiment besoin de monter des secrets dans un volume, il y a à peu près le même setup avec le Vault CSI Provider. Il va synchroniser vos secrets dans Vault avec des volumes Kubernetes. Par contre, il n'y aura pas de rotation, il n'y aura pas de rollout des applications automatiquement. Et que ce soit ce setup ou le précédent, la granularité des secrets, c'est un déploiement. Tous les pods d'un même déploiement vont utiliser le même secret. Donc vous avez une auditabilité qui est bonne, mais qui n'est pas la plus granulaire possible. Et enfin, un setup qui est très intéressant ici, c'est avec le Vault Agent. C'est un des setups que je préfère, même s'il est peut-être un peu plus compliqué. Et ici, je vous ai illustré la partie Dynamic Secrets. Alors, vous inquiétez pas, il va y avoir une démo juste après. En gros, chaque pod, au moment où il va être lancé, il y a un agent Vault qui va aller chercher le secret dans Vault. Et si vous avez défini ce chemin, par exemple /database, /creds, /read-only, comme un secret dynamique dans la base de données, chaque pod va avoir un identifiant et un mot de passe différent. Et ça, ce qui est assez intéressant, c'est que vous pouvez redémarrer indépendamment vos pods. En fait, la rotation des secrets est assez simple parce que chaque pod a son propre set de secrets. Il suffit de redémarrer un pod et il a un nouveau set de secrets, quoi.
Il y a vraiment plus aucune rotation manuelle à faire. Alors, les secrets dynamiques, ça va marcher pour certains assets, les bases de données, des clés SSH. Il faut regarder, la liste est assez souvent mise à jour par Vault. Le petit souci, c'est que ce Vault Agent, il va charger les secrets qui sont dans Vault et les mettre dans un fichier sur votre pod. Donc il faut que votre application, au moment s'il y a une rotation qui est faite côté Vault, il faut que votre pod il soit conscient qu'il y a eu une rotation. Donc il faut une petite librairie, par exemple avec un appel système e-notify pour constamment vérifier que si le fichier a été mis à jour. Alors, chaque setup a ses avantages et ses inconvénients. Ça c'est un lien vers la doc HTCorp où il y a ces différentes solutions qui sont comparées de manière un peu plus exhaustive. Je vous laisse scanner s'il y en a qui veulent. Et on va passer à la démo. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais monter dans un cluster Kubernetes une base de données Postgre. On va installer un Vault. On va configurer les dynamic secrets et après on va créer une application. Donc on va tout faire de A à Z. Comme ça, vous allez probablement bien voir le concept. Donc là, je vais commencer par créer un namespace Postgre et appliquer les différents fichiers pour créer la base de données. Donc là, on voit que le conteneur est en train de se créer. Ça y est, c'est bon. Ensuite, on va aller s'exécuter dans Postgre et aller créer les rôles qui sont nécessaires à Vault. Si on veut que Vault génère des secrets à la volée dans Postgre, il va bien falloir que lui-même ait des identifiants. Donc, on va créer un rôle qui est assez privilégié, super user. Pardon. Et on va créer aussi un rôle read-only qui sera lui utilisé par les applications. C'est pour donner un exemple. Et donc Vault pourra à la volée en fait créer des users et leur attribuer ce rôle-là pour chaque application. Donc ça, c'était le setup côté Postgre. C'était pour l'instant pas très compliqué. Maintenant, on va installer Vault. Donc je vais juste installer le chart Helm. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord configurer Vault pour pouvoir se connecter sur la base de données. Donc là, j'ai mis un username mot de passe en dur, mais il y a des mécanismes pour le rotate automatiquement. Vous pouvez le mettre as code dans vos repos Terraform et ensuite faire un rotate automatique, il n'y a pas de problème. Donc ça, on va définir vraiment la connexion entre Vault et Postgre. Et ensuite, on va créer un chemin dans Vault, database/roles/read-only. Et en fait, on va lui dire, à chaque fois que quelqu'un essaye de lire ce chemin, tu vas exécuter ce statement SQL. Et ce statement, qu'est-ce qu'il fait ? Il va créer en fait un rôle, il va créer des identifiants temporaires pour l'application. Donc vous pouvez définir l'expiration et vous pouvez définir... là, le nom et le mot de passe sont générés automatiquement. Voilà, j'ai tout copié-collé et on va tester, on va essayer de lire 2 fois le même secret dans Vault et voir si les secrets sont différents à chaque fois. Donc là, j'ai effectué 2 fois un Vault read. On voit que le premier, ça c'est le username qui est généré aléatoirement et il est différent de celui-ci et le mot de passe aussi est différent. Donc à chaque fois que quelqu'un va venir lire ce chemin, au lieu d'accéder à un secret long terme, il va avoir un secret qui est généré à la volée.
Ça, c'est quand même un système qui est assez intéressant. Les applications, elles en savent rien. Elles vont juste accéder à un secret, mais en fait, c'est Vault qui va gérer la rotation automatiquement. Maintenant, il faut qu'on autorise nos applications à accéder depuis Kubernetes à Vault. Donc, on va activer l'authentification Kubernetes. On va donner les droits de lire ce chemin. On va créer une policy qui donne les droits de lire ce chemin et on va attribuer cette policy à un compte de service. Donc le compte de service va s'appeler internal app, dans le namespace default. Donc uniquement ce compte de service dans ce namespace aura le droit de lire ce chemin. Bon, ça c'est assez classique, je vais tout copier-coller. Voilà. Et donc, maintenant que mon compte de service peut se connecter, ça c'est très ennuyeux, à Vault, j'ai plus qu'à déployer une application de test. Donc là, je vais simplement créer le compte de service en question et je vais créer un déploiement. Et en fait, pour faire ce mapping de secret, je vais passer par une annotation. Donc, agent inject égale true. Utilise le rôle qui s'appelle internal app dans Kubernetes et va chercher cette valeur et va l'injecter dans le pod, tout simplement. Donc là, j'ai 3 pods qui ont été créés pour mon déploiement. Si on regarde déjà les logs de l'agent Vault d'injection, normalement, on va voir qu'il a détecté qu'une application souhaitait accéder à des secrets Vault. Donc là, on voit ici token written. Donc il a créé le secret et il l'a mis dans /vault/secret/database-config.txt. Et a priori, pour chaque pod, le secret va être différent. Donc on va regarder ça. Je vais faire 3 fois un cube exec et faire la commande cat /vault/secret, etc. Donc là, on voit bien que chaque application a son propre set d'identifiants. Qu'en termes d'auditabilité, c'est vraiment très fin. À la volée, chaque pod a son identifiant. Et on peut aller voir ce qui s'est passé dans Postgre. Ça n'a... Si je regarde la liste des utilisateurs, en fait, on voit qu'il y a différents identifiants qui ont été créés. On peut retrouver aussi le rôle qui a été utilisé pour créer... Enfin, on peut retrouver grâce à la nomenclature ce que Vault a fait. Donc là, il y a le super admin de Vault. Et ça, c'est tous les mots de passe temporaires qui ont été générés pendant la démo, qui sont valides pendant un certain temps. Il y a un décalage horaire là sur mon cluster, mais vous avez compris l'idée. Donc en conclusion, le but du jeu, c'est vraiment de réduire au maximum le nombre de secrets long terme. Il en restera, vous allez avoir des cas limites, mais on peut quand même, je pense, tous réduire le nombre de secrets qu'on a dans notre infra. Déjà essayer d'utiliser un maximum tous les mécanismes d'OIDC plutôt que d'utiliser des creds. Je trouve que la feature de Dynamic Secrets de Vault, elle est vraiment intéressante. Et après, il faut se demander comment faire une rotation automatique. Par exemple, pour les clés d'API, à chaque fois, je vous disais, c'est un peu coincé. Certains SaaS vont vous permettre, via un call HTTP, de faire une rotation. Donc, ça peut se scripter. Ça dépend des cas, quoi. Et donc, si on arrive au bout du chemin, on va se retrouver avec un seul secret par développeur, absolument aucun secret long terme en CI/CD et aucun secret non plus au runtime. Et donc,
ça va quand même limiter les erreurs humaines. Les développeurs vont arrêter de s'envoyer des mots de passe sur Slack. L'attaquant va être obligé de passer par la CI/CD ou par les mécanismes automatiques pour essayer de compromettre votre infrastructure. S'il vole les secrets d'un dev, il pourra pas juste faire un commit en CI/CD, print les différents secrets qui sont dans vos secrets GitLab ou GitHub et accéder à votre infra depuis son PC. Il va être obligé toutes les 15 minutes de refaire un commit et donc a priori il va pas le faire. Voilà, et ça laisse 10 minutes pour les questions. Et là j'ai mis le lien vers mon LinkedIn si vous voulez en reparler, sinon je serai là ce midi aussi avec plaisir. Bonjour, merci d'abord pour la présentation. Vous avez parlé des credentials qui sont générés à la volée avec un certain temps. Ce temps, il est paramétrable, il est dans le dur, il est géré de quelle manière ? Il est tout à fait paramétrable. Ici, par exemple, j'avais mis un TTL de 24 heures. Alors, en termes de retour d'expérience, on va avoir tendance à tester le setup en staging d'abord. Donc en staging, je vais mettre 24 heures de rotation. Ça permet de vérifier que le système fonctionne sans que ce soit trop douloureux pour les devs. Et en production, on a réussi à descendre à 15 minutes. Donc là, 15 minutes, ça devient vraiment intéressant, quoi. Ok, merci. Juste pour comprendre, quand vous indiquez que c'est 15 minutes, ça veut dire qu'il y a une réinterrogation des crédentials toutes les 15 minutes ou le pod doit redémarrer ? Alors, ça dépend du coup du setup. Donc dans ce setup-là, en fait, c'est le Vault Agent qui est responsable de watch le secret. Donc au moment où le secret, si vous avez configuré une rotation dans Vault, est changé, il va le détecter et donc il va mettre à jour le fichier. Et c'est là où je disais que vous allez avoir besoin d'une lib qui va watch le fichier et dire à l'application relance ta connexion, quoi. Pour le CSI provider et l'opérateur, le secret Kubernetes va être mis à jour automatiquement. Par contre, sur le CSI provider, comme c'est un volume, il faut soi-même rollout le pod pour que ce soit pris en compte. Je trouve ça plus lourd de redémarrer entièrement l'application si elle est en train de faire des calculs ou autre, c'est pas souhaitable. Et le secret operator, vous pouvez lui dire rollout tout seul, mais bon, c'est pareil, il faut vraiment rollout tout le déploiement, quoi. Alors que sur ce setup-là, ça peut être un peu plus transparent, ouais. Il y avait une question là-bas aussi. Désolé, il est plus près. Oui, juste par rapport à ce que vous venez de dire, du coup, pour des applications legacy ou quoi sur lesquelles on peut pas implémenter un watcher, on n'a pas d'autre choix qu'utiliser l'opérateur ou il y a d'autres choses ? A priori, ouais, faudrait regarder dans le détail. Parce que souvent, même avec une application legacy, on peut juste modifier la librairie qui initie la connexion à la base de données pour essayer de faire un reload, quoi. Oui, moi j'avais une question, c'était à propos si on a beaucoup de pods et beaucoup de redémarrage de pods, en fait ça va créer beaucoup de secrets, j'imagine, dans Postgre. Est-ce qu'il y a un système de genre il arrive à capter que ce pod-là il a redémarré, donc du coup je vais cleaner les secrets dans... En fait, il se supprime automatiquement au bout du TTL, donc une fois que la rotation est faite, le secret va être... Donc, il reste jusqu'à ce que le TTL soit terminé. C'est ça, okay. Exactement. Ça marche. Une question du coup aussi. Est-ce que vous avez des clients, est-ce que vous avez une disparité entre ceux qui vont totalement être arrivés aux objectifs de zéro secret, etc. Est-ce qu'il y en a d'autres qui s'arrêtent en chemin ? C'est quoi le cas le plus courant en général ? Alors c'est une bonne question. Je vais reprendre le schéma global ici.
Souvent, tout le monde met en place le SSO. On pousse la partie boundary vault pour vraiment que les développeurs n'aient plus de secret de DB. Mais c'est pas le plus prio. Je pense que ce qu'on fait systématiquement, c'est la partie CI/CD, l'authentification via l'OIDC, parce que ça va vraiment permettre de supprimer parfois des centaines de secrets. Donc je dirais que la première étape, c'est vraiment celle-ci, sachant que le SSO est déjà fait. Après, traiter les secrets de développeurs, c'est niveau 2. Et la partie workload, ça se fait souvent en 2 étapes. D'abord, on met en place le vault, on met en place tout le système, et après on met en place la rotation, quoi. C'est sûr qu'il faut adapter en fonction de la maturité de son SI, du travail que ça implique. Là, ça veut dire opérer un vault. C'est quand même plus de travail. Alors que la partie CI/CD, elle est transparente. C'est vraiment pas plus de boulot. Donc effectivement, aller au bout, c'est vraiment avoir quand même une bonne maturité. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Non. Ouais. En termes de fiabilité, est-ce qu'il y a un problème de production parce que votre boîte n'a pas été accessible à un moment donné? Alors, au niveau du Vault, vous pouvez mettre en place de la redondance avec un back-end, avec un protocole Raft. Donc, c'est quand même Vault est un système qui est fait pour la production, qui supporte des grosses charges. S'il est bien configuré, il y a très peu de chances qu'il tombe. Après, ça devient un composant critique, c'est clair. Si vous avez un doute, vous pouvez toujours utiliser ce setup qui permet, même si Vault est down, votre production se portera bien. Parce que le Secret Store va pull les secrets, c'est vous qui le configurez, mais disons toutes les 30 secondes. Donc si Vault n'est pas dispo, vous avez quand même 15 minutes pour le redémarrer avant que la production ait un gros souci, quoi. Bon, franchement, je suis plutôt serein sur la partie Vault. La courbe d'apprentissage est un peu rude au début, ça demande quand même. Vault, c'est pas le système d'HashiCorp le plus simple à appréhender, mais une fois que c'est mis en place. Ouais, avoir un. Alors, c'est très intéressant au niveau du backup vault. En fait, ça dépend des secrets qui sont stockés. Si on n'a que des secrets dynamiques, ce qui est intéressant, c'est que le vault, en fait, il est stateless, puisque les secrets sont générés à la demande. C'est uniquement de la configuration, donc vous pouvez le re-up en un Terraform apply. Par contre, s'il y a des secrets long terme dedans, dans ce cas-là, effectivement, il faut faire un backup, quoi. Et peut-être un autre tour d'expérience aussi sur Vault, c'est d'essayer de garder les Vault policies le plus simple possible. Il vaut mieux avoir des centaines de policies très simples et unitaires que des grosses policies Vault très compliquées, parce que après on s'y retrouve plus et ça reste critique, quoi. Et dans ce cas-là, il vaut mieux pas séparer le Vault qui va avoir les secrets développeurs des Vault qui vont faire que du dynamique, ça évite de faire du dynamique. Voilà, c'est un choix à faire. Ça va exiger d'opérer plusieurs Vaults. Je suis pour avoir un Vault par environnement et avoir une configuration qui soit bonne, plutôt que de se dire j'ai pas confiance dans mon Vault et du coup je vais en mettre un petit peu partout. J'ai peut-être pas bien compris le. Non, c'est pas d'en mettre partout, c'est vraiment comme en fait les secrets infinis entre guillemets ou ceux-là il va falloir un backup de toute manière, etc. Ceux comme tu dis les dynamiques, etc. Ah oui, à la rigueur, on pourrait distinguer les deux. Ouais. Distinguer ces deux types, faire deux votes, un pour les indéfinis, un pour les dynamiques, parce qu'on n'a pas besoin du même impact de backup, etc. sur les deux votes. C'est vrai, ouais. Et en plus, ça peut être lourd de backup un Vault qui a généré des centaines de secrets dynamiques inutilement, ouais. Ouais, c'est une bonne remarque, ouais. Ok. Merci.